Avant de plonger dans l'épisode, laissez-moi vous parler de Upmeet.ai. On connaît tous ces moments où après une réunion, on se dit mais qu'est-ce qu'on avait décidé déjà ? Eh bien, avec Upmeet.ai, c'est fini. Que vous soyez in real life ou en ligne, sur Google Meet, Zoom ou Teams, Upmeet vous fait un compte-rendu super précis de toutes vos réunions. J'ai essayé plein de solutions américaines, mais ça marche jamais en français. Upmeet, lui, fonctionne dans plus de 30 langues. J'ai fait le test et les résultats sont bluffants. Il y a un système de prompt que j'adore, où on peut même chatter avec le bot pour savoir ce qui s'est passé lors d'une réunion ou lui demander de personnaliser un compte-rendu. En plus, c'est une techno française, donc vos données sont hébergées en toute sécurité dans l'Union européenne. Et par les temps qui courent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors n'attendez plus, adoptez Upmeet et ne laissez plus jamais une réunion vous échapper. Hola hola amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, l'émission tech piquante qui pique aux yeux et aux oreilles. Cette semaine, on va parler d'IA, mais pas celle qui vient de la Silicon Valley ou de la Chine. Non, on va parler de l'IA made in France. Le AI Summit de Paris vient de s'achever et Emmanuel Macron est monté sur scène pour nous dire que la Startup Nation is back. La France veut être perçue comme une puissance IA à part entière, une troisième voie entre les États-Unis et la Chine. Avec 109 milliards d'investissements privés annoncés, l'objectif est clair, accélérer et combler le retard. La France et l'Europe peuvent-elles réellement exister dans la course à l'IA ou sont-elles condamnées à dépendre des États-Unis et de la Chine? Et surtout, où est l'Europe dans cette bataille? Allez, c'est parti! J'ai rien compris. À mes côtés cette semaine, pour parler de l'AI Summit, Marianne Tordieu-Bitker. Exactement. Je l'ai bien dit? Non, mais c'est pas grave. Alors, Tordieu-Bitker. Exactement. Qu'est-ce que j'ai dit? Tordieu. Ouais. Oh, ok. J'avais rajouté un côté un peu mystique comme ça. Effectivement. Marianne Tordieu-Bitker, qui est directrice des affaires publiques chez France Digital, c'est ça? Ouais. Et puis tu es aussi conseiller auprès du Conseil économique, social et environnemental. Ouais. Et j'avais fait un petit post sur LinkedIn. Ouais, j'ai vu ça. Mais tu vois, c'est l'occasion de s'en reparler. C'est l'occasion de s'en parler, oui, où j'ai lu votre rapport sur l'AI. Ouais. Et j'avais, c'est mon côté un peu sale gosse, quoi. Ouais, je vois. J'ai l'impression que c'est un rapport qui a été rédigé par un élève de 3e en stage Pocahontas à Disneyland. On va discuter. C'est bien. Tu mets l'ambiance. Stagiaire de 3e. Oh merde. Et m'a soufflé dans les bronches. Voilà. Et on s'est parlé. Et je t'ai dit, bah écoute, viens en parler dans Silicon Carnet. Et tu es là. Merci Marianne. Et bah écoute, je t'en prie. Tu vois, je ne t'en tiens pas rigueur. Et aussi, on a Pierre Vanier. Ouais. Qu'on connaît bien, puisqu'on te voit régulièrement sur tous les plateaux de télé. Tu es une star. Exactement. Voilà. Tu as un podcast aussi. Ouais. Parle-nous-en un petit peu. On a un podcast qui s'appelle « Y a pas que la data ». Y a pas que la data. Humblement, on n'en est pas... Non, c'est bien. On n'en a pas à l'épisode 180 comme toi, mais où on invite un peu chill des personnes autour de la data et de l'IA pour témoigner d'un petit peu tout ça, en mode vraiment tranquille, parler d'actualité. Et je fais ça avec un de nos anciens consultants qui est à Montréal et qui est data scientist. Donc, ça nous permet d'avoir un double regard vraiment très technique et puis un regard aussi social. Toi, t'es un codeur. Hein. Toi, t'es vraiment un codeur. Moi, j'ai plusieurs casquettes au sens propre comme figuré, mais j'ai une société de conseil. Qui s'appelle Flint. Ouais, tout à fait. Qui est installée à Montpellier, Paris. Et ce podcast, des interventions et beaucoup de veille, comme toi, techno, sur l'IA, sur la tech, comme Marianne aussi. Donc, et je code aussi. Quand on me regarde pas, je mets ma casquette de codeur. Parce que sinon, mes salariés me disent « Non, mais arrête, t'as une boîte à gérer, arrête de coder, etc. » Ou alors, ils pensent que ce que tu fais, tu les fous plus dans la merde qu'autre chose, qu'en fait, il faut qu'ils repassent derrière ton code. Oui, alors ça, c'est possible. Quoique depuis l'IA, c'est beaucoup mieux. Maintenant, ils savent qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Claude qui rédige mon code. Ils savent pas qui c'est. Ils sont beaucoup plus rassurés depuis. Je leur dis « Claude, mais c'est qui son nom de famille ?» Je dis « Anthropique. » Ah oui, d'accord, je comprends mieux. D'accord. Donc, non, mais ouais, je code encore beaucoup pour rester proche de l'innovation et parce qu'en fait j'aime ça, donc bon, juste voilà quoi. Qui veut du travail, pas moi je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï.
Cette semaine, dans Qui veut du travail avec notre partenaire Digital Selection, on vous propose un poste de développeur. Ça se passe chez Inuk. Inuk, c'est la start-up qui permet aux entreprises de compenser leur émission de carbone en finançant des projets de décarbonation en France et en Europe. Leur solution est basée sur la blockchain et ils sont financés par l'Union européenne. Et leur solution permet aux entreprises, mais aussi aux particuliers, une traçabilité et une transparence totale. Pour accélérer leur développement, Inuk recherche un développeur back-end Node.js pour rejoindre leur équipe tech et produits. Si vous voulez mettre vos compétences au service d'un projet innovant et à fort impact environnemental, j'ai mis tous les détails dans la description. Allez, retour à votre épisode. Bon, alors les AI Summit, vous y étiez, bien évidemment. Marianne, tu en as été une des grandes instigatrices. Bilan de ces 2 jours, on est là, on est mercredi 12 janvier. On est crevé, non? C'est ça le bilan? Ouais, c'est ça, vous êtes crevé, quoi, ça y est. Mais c'est pas fini, il reste encore quelques trucs cette semaine. Ouais. Mais est-ce qu'on peut déjà faire un bilan Ouais, carrément. Bah écoute, je pense que c'est un moment important post-arrivée de Trump au pouvoir. Enfin, moi, je prends une casquette assez politique. Hein, c'est super, on va parler beaucoup de politique dans cette émission, donc c'est parfait. Bah ouais, en gros, pour moi, tu vois, l'arrivée de Trump au pouvoir, les annonces Stargate, derrière DeepSeek, etc., c'est vrai que la seule chose dont on n'avait pas trop entendu parler pour l'instant, c'était l'Europe et en particulier la France. Donc il fallait reprendre la main. On a l'impression qu'Emmanuel Macron avait besoin, avait envie aussi, parce qu'il avait beaucoup d'énergie. Hein. Moi, je l'ai vu au Grand Palais, il était remonté. Il adore l'exercice, je pense qu'effectivement... Il excelle dans cet exercice-là, il a été très très bon. Hein. Je pense que c'est un des meilleurs VRP de la tech aujourd'hui. J'ai vu passer des posts sur LinkedIn où effectivement, c'est notre best Chief Sales Officer. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait certes Macron, mais il y avait aussi Ursula von der Leyen côté Europe. Et ce qui est important avec von der Leyen, qui est quand même la grande chef de l'Union européenne, c'est qu'elle peut nous donner, elle, une boussole à 5 ans. Et donc ça, c'est quand même très précieux pour l'écosystème tech. Ça veut dire que Emmanuel Macron, il n'a pas la boussole à 5 ans il a une échéance, c'est 2027, ça c'est sûr. Et donc, et puis surtout, en fait, la France, c'est hyper important, mais on ne peut pas y arriver seul. Et qu'effectivement, il va falloir un peu construire au niveau européen tout cet écosystème, quoi. Bon, on va revenir en détail dans tout ça. J'ai plein de choses à dire parce que tu oublies de dire aussi qu'il y avait J.D. Vance qui était là. Exactement, et les postures de J.D. Vance et aussi la relation de la France avec J.D. Vance est assez intéressante à observer. On va rentrer dans les détails de ça, mais sur l'organisation de l'événement. Alors moi, j'ai été invité au Grand Palais pour aller voir Emmanuel Macron. Je trouve que j'y suis allé avant, dans la journée, il n'y avait personne. Il devait y avoir 25 personnes qui se regardaient. Par contre, pour Emmanuel Macron et les déclarations de fin de journée, c'était blindé. Et après, il y avait les Business Days. Le Business Day, qui était organisé à Station F. Tu y étais, Pierre? J'y étais. Alors là, c'était blindé. Là, j'ai pas pu y aller. Ah ouais, c'était blindé. C'est impossible. Ou alors, on n'a pas voulu me filer le ticket parce que je sais pas. Parce que tu avais trashé les gens sur LinkedIn, non? Certainement, c'est pas ça? Ça doit être ça. Ça doit être exactement pour ça. Moi, j'ai vu à un moment donné une liste rouge à l'entrée et il y avait mon nom. Il y avait marqué CD. Je sais pas. Tout en haut. Ouais, tout en haut. C'est possible. Non, j'y étais très très impressionné. Moi, je suis pas un grand connaisseur de Station F, mais j'y suis allé quand même quelques paires de fois et j'ai jamais vu Station F aussi remplie. Je pense, Marianne. On avait 2000 personnes en attente pour rentrer. En fait, grosso modo, je pense que la jauge du bâtiment, ça doit être 2500 personnes et je pense qu'en fait, tu avais le double. Ce que je crois, c'est que c'est un super bon signal parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais des événements comme ça, tu surbookes un peu, tu vois, comme une compagnie aérienne. Il y a toujours du show-off. Du no-show. Si t'étais venu, il y aurait du show-off, mais il y avait plutôt du no-show, quoi. Mais ils s'attendaient à avoir 30% de no-show et en fait, et qu'en plus les gens s'étalent sur la journée pour leur arrivée. En fait, tout le monde est arrivé à l'ouverture, 5000 personnes, bing. Moi, j'ai l'impression que tu disais suite à l'élection de Trump, moi j'aimerais revenir un poil avant. Je pense que la French Tech a été aussi très inquiète à partir des élections européennes, où elle s'est posé la question tout d'un coup de est-ce que le sol ne se dérobait pas sous ses pieds. Moi j'ai senti cet été des entrepreneurs très très inquiets et là je pense que cet événement ils avaient envie d'être rassurés aussi en se disant est-ce que
toute cette année. Et puis on l'a vu, les levées de fonds cette année, elles étaient clairement en baisse. Donc il y a eu un moment de doute aussi dans l'écosystème. Et je pense que là, cet événement venait un petit peu resserrer les rangs, et chose qu'effectivement Emmanuel Macron sait bien faire. Ouais. Et je pense que tout le monde avait besoin de sentir un peu cet appui. Ouais, et en même temps sans naïveté, tu vois. Enfin, en gros, nous, ce qu'on a constaté, c'était, tu vois, avec les élections européennes, on savait même presque avant que de toute façon, l'ère Macron et surtout le soutien indéfectible à l'écosystème, en gros, sans se poser de questions sur le fait que ça fait partie des priorités de la France de créer des champions de l'innovation, ce temps-là était un peu révolu. On anticipe déjà le post-Macron qui est, il y a d'autres priorités, et à mon sens, c'est normal, tu vois. Et c'est donc du coup un peu le sens de l'avis du CESE, et c'est pour ça qu'il parle d'autre chose que de créer des champions, mais on y reviendra. On va revenir sur le rapport du coup, CESE. tu vois, pour le vrai truc, c'est... en fait, ce qui était hyper important, c'était aussi d'acculturer tous les partis politiques, de voir un peu, pour eux, quelles étaient un peu leur acceptabilité de l'innovation. Et donc, que Macron nous renouvelle son soutien, c'est hyper important. Mais on n'oublie pas qu'il y a une semaine, on a quand même un projet de loi de finances qui a quand même dit « Ciao les guys », il y a quand même énormément de choses sur lesquelles, pour du crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, statut JEI, machin, on revient dessus. Et en fait, c'est plus le soutien indéfectible. Donc tu vois, que Macron soit là, en gros, génial. Maintenant, c'est pas ça qui change le quotidien des entrepreneurs, quoi. Est-ce que c'est le bon allié Macron? Il n'y en a pas beaucoup d'autres, hein. Tu as raison de le dire, dans la classe politique, malheureusement. Alors, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Mais il est tellement en disgrâce aujourd'hui sur le plan national et le plan international qu'à un moment, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me poser la question de savoir si est-ce que c'était le bon allié pour la French Tech, c'est-à-dire est-ce que ça met pas en fait, le saut de Macron un petit peu sur cet écosystème. Le chat noir. Le chat noir, quoi, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a d'autres histoires à raconter maintenant, quoi. Ouais. Et d'autres histoires, c'est d'ailleurs pas des histoires, c'est d'une sincérité absolue. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la création de champions de l'innovation européen, ça doit rester une boussole, notamment dans un contexte géopolitique, machin. Mais il y a d'autres boussoles à avoir en parallèle. Et ces boussoles-là, c'est du progrès social, etc., au travers de l'innovation. Et ça, en fait, cette histoire-là, moi, je ne l'ai pas beaucoup entendue pendant le sommet. Elle a quand même existé. Enfin, en fait, quand même, dans les livrables du sommet, tu as quand même une signature d'une 60aine de pays qui s'engagent à une IA éthique, etc. Sauf les États-Unis et l'Angleterre. Et exactement. Donc, 58. Ouais. Et on se dit quand même que la Chine signe ce truc. On se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup. Exactement. Ouais. Non, mais ça, bien sûr, tu vois. On aurait préféré que la Chine signe pas, mais que les États-Unis et l'Angleterre signent. Je te confirme. Ouais. Mais c'est sûr que cette deuxième boussole-là doit absolument exister. Et c'est sûr qu'on peut aller encore un peu plus là-dessus d'un point de vue politique. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que il a fait un peu à la manière d'Aragon, quoi, en fait, mais il propose un peu une troisième voie qui est assez intéressante et qui, moi, vivant aux États-Unis, il faut se distinguer, il faut avoir un unique selling point, et on voit bien la direction que prennent les États-Unis et la direction que la Chine a pris déjà depuis très très longtemps. Et donc là, il essaye de promouvoir une troisième voie qui est respectueuse des humains, on l'a senti, l'intégrité de l'information, la propriété intellectuelle aussi, qui est un vrai sujet. Moi, je trouve ça plutôt intelligent dans la posture, dans le discours, parce que c'est exactement c'est là qu'il existe une différenciation pour l'IA. Pierre, toi, est-ce que tu penses que c'est, comme je le disais, du stagiaire de 3e Pocahontas à Disneyland, ou non, c'est important cette distinction politique? Alors, je crois que c'est indispensable. Ouais. Est-ce qu'on peut dire autre chose, d'ailleurs? En fait, on peut pas dire autre chose, parce qu'en fait, la course entre guillemets à l'armement, je dis ça à l'armement parce qu'aujourd'hui, la puissance de calcul, les GPU, les data centers, etc., et la puissance des LLM, on n'est plus dans cette course-là. Il y a un retard à combler? Alors déjà, sur quoi on est en retard? Sur les usages, sur la création de ces technologies, sur les levées de fonds, sur
les langages, sur l'infrastructure, sur les chipsets. On n'a pas de chipsets. On est évidemment, en fait, c'est pas qu'on est en retard, c'est qu'on n'est pas au même niveau que les États-Unis et que la Chine. On n'est absolument pas au même niveau. En plus, le problème, c'est qu'on a quand même l'impression, ce que je vois, ça a été, tu le dis, très franco et l'idée par la France. Mais j'ai pas trop entendu d'autres pays européens parler de ce sommet, à l'égard de ce sommet, ou même quelque part, participer à cet effort-là. Donc j'ai un peu l'impression tu sais, quand tu veux aller dire à ton chef que c'est pas bien, il y a tout le monde derrière toi qui te dit oui, vas-y. Puis on te pousse, et puis mon chef, c'est pas bien, et en fait tu te retournes, il n'y a plus personne. Donc, et là, j'ai un peu l'impression qu'on essaye, mais c'est bien, encore une fois, parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu ce wake-up call, parce que c'est un petit peu ça, avec ces phrases gimmick, choc, plug, baby plug. Drill, baby, drill. Here, there is no need to drill. It's just plug, baby, plug. Au lieu de... ça, c'était un message direct à Donald Trump, et qui était plutôt intelligent. Qui était très bien, j'ai trouvé, qui était très bien, parce qu'effectivement, on a des atouts. Donc, les atouts, c'est les talents. Et l'énergie. Si ton techno-central fonctionne. Mais de l'autre côté, moi, je me souviens aussi de tes posts sur le côté singulier de la société française et de la culture française par rapport à la culture anglo-américaine et outre-Atlantique, etc. C'est qu'on a quand même aussi un historique de réactionnaire, un historique de souvent en confrontation, plutôt que de voir on a plus des peurs que des opportunités. Et donc, il faut faire avancer aussi, ce que je pense qu'il faut faire avancer, au moins essayer de faire avancer la société le plus vite possible, parce qu'on essaye d'avancer très, très, très vite, mais le substrat social en dessous est pas prêt. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont très peur et qui sont très anxieux, et à juste titre. Et c'est pas non plus en leur claironnant, en fait, tu vas pas te faire remplacer, que les gens vont ne plus avoir cette peur-là. Et je pense qu'il faut vraiment, et c'est bien qu'il y ait ces conseils et ces réflexions autour de comment imaginer une société où l'IA, où les IA, les systèmes d'IA et les sociétés, et la société et le peuple puissent vivre en fait en accord. En harmonie. Et c'est pas en accord, en harmonie et apaisé, de manière apaisée. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui réfléchit à ces problématiques-là. Donc, parce qu'on peut rajouter des centaines de millions de GPU et aller toujours de manière plus puissante, de manière plus sophistiquée, et essayer d'automatiser en fait toute la société. Mais il faudra à un moment donné se poser la question de savoir quel va être notre contrat social, quel va être notre modèle de société, etc. Parce qu'avoir un corpus de valeurs, c'est intéressant, mais sur quoi le poser dans le monde après IA? Ça, et ça, c'est une vraie question. C'est ton boulot, ça, Marianne. Ouais. Et je veux juste revenir sur un truc. En gros, si je résume ce que vient de dire Pierre, il est en train de dire que ça marche sur la French Tech et sur les entrepreneurs, certainement sur les corporates, etc. Comment est-ce qu'on a besoin d'embarquer l'intégralité de la nation derrière ce projet-là? Est-ce que ce sommet fonctionne pour l'intégralité de la nation? Vous n'êtes pas aidé par les médias. Là, je montre, par exemple, sur France 2, pendant l'allocution d'Emmanuel Macron, le sous-titre de France 2 qui dit est-ce que, je ne me rappelle plus, mais en gros, est-ce que la France est prête face à la menace de l'intelligence artificielle? Donc voilà. Ouais. Donc comment est-ce que ça va embarquer la nation en fait? On a vu qu'il y avait aussi une sorte de contre-sommet des écologistes qui posent énormément de questions sur l'environnement. Bah écoute, moi juste revenir sur je te réponds à ta question, mais juste revenir sur un point important sur la troisième voie. En fait, cette troisième voie, juste, c'est notre constitution française, c'est notre constitution européenne, c'est nos droits fondamentaux. En fait, c'est pas quelque chose de peu important. C'est pas un truc qui a été inventé la semaine dernière. C'est pas une surcouche qui a été rajoutée là comme ça en se disant bon bah tiens, il faut absolument qu'on existe en tant que challenger sur l'IA, donc nous on va choisir. L'éthique, on va sortir un truc du chapeau, tiens, bah là, on va prendre ça. Exactement. En fait, et c'est d'ailleurs pour ça que, d'ailleurs, il y a une vision si différente entre les États-Unis et l'Europe. C'est juste que nous, notre constitution, juste, elle n'est pas fondée sur les mêmes principes. Et par ailleurs, si je prends juste le modèle français et le modèle social français, nous sommes sur la France, notre principe, c'est la solidarité. La solidarité, la protection sociale, etc. Donc, en fait,
adopter, c'est pas l'ultralibéralisme. C'est intéressant ce que tu dis là. Est-ce que c'est, enfin, je sais pas, moi quand je lis, il y a aussi la liberté. Non mais bien sûr, mais sauf qu'en fait, tu vois, si je prends, je vais, en gros, quel est, par exemple, je peux faire 2 parallèles. C'est quoi le point commun entre le modèle de retraite et les startups, ou c'est quoi le point commun entre l'IA et le chômage ou le remboursement d'un médicament? Et ben dans ces 2 cas, il y a un lien direct. Sur IA et retraite, sur retraite et start-up. Globalement, aujourd'hui, les start-up, pour lever des fonds, elles ont besoin d'argent. Cet argent, il vient d'où? Il vient de VC. Mais les VC, ils prennent où leur argent? De LP. Et ben aux États-Unis, les LP, c'est des fonds de pension. De retraite capitalisée. Moi, je le prône depuis longtemps. Hein. Ouais. Je dis, c'est ça qu'il faut. Mais sauf qu'en fait, si tu prônes ça, tu prônes une réforme des retraites majeure en France. Bien sûr. Et donc, en fait, nous n'y arriverons pas. Donc, moi, mon taf, plutôt que d'aller sur... C'est impossible, ça, la retraite capitalisée. Sauf si tu veux tuer la Startup Nation et faire en sorte que tu aies la France entière qui soit contre la Startup Nation. Et c'est pas déjà le cas. Mon taf, c'est quand même d'essayer de faire en sorte... non, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, non. Les Français ont rien contre la Startup Nation. Ils ont peut-être une dent contre Macron, mais finalement, et c'est ça dont je me suis rendu compte avec tout le dialogue social que j'ai fait au CESE, c'est qu'en réalité, les gens ne sont pas contre l'innovation ou contre la Startup Nation, ils sont contre les conséquences d'une innovation dont ils ont peur. Mais quand on leur explique comment ça fonctionne, l'impact sur eux, etc., les gens ne sont pas foncièrement contre, mais ils peuvent avoir besoin qu'on améliore certaines choses. Quand Macron monte sur scène et dit « Je vous ai trouvé 109 milliards qui vient en grande partie d'ailleurs du secteur privé. Ouais. Bravo, hein, félicitations. Ouais. Et c'est tout le travail qui a été entrepris par Choose Friends, où on voit bien, on est passé de 10 milliards à 13, à 18, et puis maintenant, aujourd'hui, un chiffre à 100 milliards, et félicitations. Mais le Français lambda, moi j'étais à Limoges ce week-end, mais ça lui change rien dans sa vie. Non, c'est pas que ça lui change rien, c'est qu'il dit il y a du pognon pour les startups, de l'IA dont je comprends rien. Et moi, qui galère dans mon coin, qui n'arrive pas à payer mes factures à la fin du mois, on m'explique qu'il n'y a plus d'argent pour moi. C'est hyper chaud, ça. Non, mais c'est clair. Et c'est surtout, un gros paradoxe. Hein. Ouais. Et surtout, tu vois, c'est pour ça que... Et moi, je pense qu'il faut les mettre, ces 109 milliards sur l'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, ça va aider. Et alors, explique-nous comment quel discours il faut qu'on ait. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a vraiment besoin d'avancer sur ces 2 jambes. C'est-à-dire que d'un côté, se concentrer sur créer des champions européens. Et donc, c'est là où tu as besoin, effectivement, d'avoir des milliards pour soit faire des data centers, soit avoir des partenariats où les corpos européens, étrangers, achètent de la tech européenne. C'est-à-dire qu'en fait, je suis ravie que BPI France investisse dans nos boîtes, notamment, par exemple, des boîtes en santé. Mais en revanche, si derrière, personne rembourse les innovations des boîtes françaises en santé et qu'elles vont trouver un marché et servir des patients américains... Et si on file nos data à Microsoft... Ouais, exactement. Et donc, du coup, le vrai enjeu, c'est d'un côté, avoir ce couloir de nage qui est on va à fond dans créer des champions européens, et en parallèle, se concentrer sur comment est-ce que tu vas faire en sorte que l'intégration de l'IA ne vienne pas complètement bouleverser l'ensemble de la société. Et c'est là où, tu as le parallèle entre IA et remboursement d'un médicament, il est hyper fort. C'est-à-dire qu'en fait, si l'IA vient remplacer un certain nombre d'emplois, en France, un emploi, c'est aussi des cotisations patronales, des cotisations salariales. Ça, c'est... Moins d'argent dans les caisses de la sécurité sociale. Et en fait, derrière, du coup, on doit absolument, d'un point de vue politique publique, imaginer comment est-ce que toute la chaîne, comment toute la société est transformée par cette innovation. Et donc, c'est là où, quand là, j'entends parler de l'implantation d'un data center, ce qui sont l'une des annonces, les 109 milliards, c'est aussi pour l'implantation d'un data center. Même plusieurs. Plein. Et donc, en gros, moi, je me dis, c'est chambé d'avoir un data center, on en a besoin, etc. Maintenant, quand tu implantes un data center, et genre, tu as le cas à Marseille, par exemple, derrière, ça nécessite tellement d'électricité que tu vas devoir te poser la question entre, et c'est concret, la mairie de Marseille doit se poser cette question, c'est genre électrifier un réseau de bus ou implanter un data center. Et tu dis quoi aux gens à qui on dit, en fait, toi, t'es en DPE G, et donc du coup, tu peux plus louer ton appart, mais désolé, je peux pas électrifier ton bus parce qu'en fait, on a décidé d'avoir un data center. En fait, c'est là où, pour la population, c'est là, ces moments-là de conflit qui sont insupportables.
Et donc, le Conseil national du numérique a expliqué qu'il allait... j'ai interviewé Gilles Babinet il n'y a pas longtemps, il y a une grande opération, justement, de sensibilisation, d'explication avec les cafés de l'IA qui vont s'organiser partout en France. Ouais. Et ça marche de ouf parce que, tu vois, nous, au CESE, pour faire mon avis, que j'ai d'ailleurs fait avec Éric Meyer, le secrétaire fédéral de Solidaire Sudrail. Donc, c'était vraiment la Startup Nation parle avec des syndicats. Tu m'as dit, je viens de passer du temps à parler avec les syndicats. C'est exactement ça. Et le CESE, c'est ça. Le syndicat les syndicats, ce qui est hyper intéressant, c'est que pour eux, ce qui est important, c'est l'emploi. Et donc, l'emploi est un emploi de qualité qui respecte les conditions de travail. Et donc, en soi, il n'y a pas d'opposition à ce qu'on ait des entreprises qui créent. Ça ne crée pas d'emploi. Il va y avoir exactement. 50 personnes. On l'a vu aux États-Unis. Exactement. Voilà, il y a 3 mecs à la sécurité, 2 chiens qui sont... Non, mais c'est là où, en fait, il y a... en fait, c'est d'un côté les data centers qui, certes, et 1000 fois oui, ne créent pas beaucoup d'emplois, ça oui. Mais en revanche, derrière, tu peux avoir aussi, grâce aux data centers, des usages qui sont créés, des startups, etc. Et c'est là où juste un point, parce que moi, je n'avais pas conscience de ça, et je suis pas franchement technosolutionniste, je suis quelqu'un de très optimiste, mais pas à me dire, un jour, tech will save us all. Enfin, genre, ça, je n'y crois pas. Mais j'ai parlé quand même avec des boîtes qui font du quantique, notamment des boîtes françaises, Candela, tout ça. Et en fait, grâce au quantique, on peut quand même réduire drastiquement la puissance de calcul et donc l'énergie nécessaire pour faire de l'IA. Et c'est là où je me dis... Et là, on est plutôt bien positionné en France. Exactement. Et c'est là où, tu vois, quand tu parlais de retard tout à l'heure, en fait, je vois que sur le quantique, en tout cas, si on l'intègre, on a déjà les infras. Là où en France, sur l'IA, on est quand même très, très bon en usage, un peu moins bon en infra, ça c'est sûr. Moi, il y a pas mal d'entreprises qui nous demandent d'auditer leur système pour savoir à quel endroit ils pourraient mettre un peu d'IA, d'essayer d'acculturer leurs salariés pour qu'ils aient une pensée de leur process avec l'IA. Et en fait, pourquoi on n'applique pas ça sur notre gouvernance politique et notre réflexion sur les systèmes qu'on devra mettre en place et les organisations qu'on devrait mettre en place après. Sur la dette publique, par exemple. Ce que je veux dire, c'est une sorte de Dodge intelligent. Aujourd'hui, personne n'a la réponse. Pourquoi on ne mettrait pas notre puissance de calcul, nos talents, nos cerveaux, nos chercheurs, dans la création d'agents ou d'IA ou de modèles qui viennent tester des modèles et des organisations sociales et des processus dans des simulations et des choses comme ça. Il veut auditer la sécurité sociale. Mais non, c'est ça. J'adore parce que je suis tellement pas d'accord. Mais parce que... Mais parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable. Pourquoi on ne travaillerait pas avec l'IA à construire une société et un nouveau modèle qui retourne la table? Parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas capable. Intellectuellement, on n'en est pas capable. C'est trop compliqué. En tant qu'organisation, c'est beaucoup trop complexe. Mais justement. Et l'IA pourrait nous aider à... Et en plus, ça serait une belle histoire. Parce qu'en fait, ça serait l'IA avec l'humain pour créer une société où l'IA et l'humain, et les humains, la population, puissent vivre en harmonie. Moi, ça serait mon idée, en fait. Et ça serait singulier et personne n'y pense. J'aimerais juste apporter de la nuance, parce que je suis d'accord avec toi sur un certain nombre de trucs. Et il y a des choses où je suis pas d'accord. Ce sur quoi je suis d'accord avec toi, 1000 fois oui. Et d'ailleurs, sur le fait d'intégrer l'IA pour améliorer les processus administratifs, la dépense publique. Voilà. Why not? Par exemple, tu vois, il y a des exemples. Mais il y a des choses qui se font. Quand même. Non, mais bien sûr. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, ça se fait complètement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu as la Direction générale des finances publiques, des contrôles fiscaux, machin, France Travail, tu as de la modélisation de jumeaux numériques dans des villes pour améliorer la rénovation thermique de bâtiments. Enfin bref, l'IA est hyper utilisée. Avec des humains, ça pose quand même des problèmes aussi de conditions de travail, mais bon, bref, c'est un vrai sujet. Mais pourquoi est-ce que 26% des gens n'aiment pas les politiques ou n'ont pas confiance dans les politiques? Pourquoi est-ce 74, 26 ont confiance. Oui, pardon, ouais. Voilà. C'est plus grave. Mais donc, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas confiance? Parce qu'en fait, un politique, il est toujours décevant. Pourquoi? Parce que si c'est un bon politique, il a une vision 360. Là, et donc c'est là où je dois vous énerver d'ailleurs. C'est que quand tu dois faire une politique publique, d'un côté, tu réfléchis à, et moi c'est mon taf, je fais du lobby pour des startups. Donc là, peut-être qu'il y a tous les startupeurs qui écoutent, qui se disent non mais elle est trop relou celle-là, elle nous parle pas en vrai. Je te trouve très bien. Ouais, je te remercie. Non mais je suis sincère, je te trouve très très bien. Okay. Je te trouve un peu communiste. Mais... Ouais.
Merci pour ce compliment. Elle va finir au CNRS en après. gros, En fait. En gros, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les politiques? Parce qu'en fait, on a envie qu'ils nous représentent sur ce sur quoi toi tu crois. Et donc, genre Elon Musk avec son Dodge machin. Lui, il applique des process d'entrepreneuriat à l'ensemble d'une nation. Et il se dit, franchement, là, cet argent-là, ça ne vient pas servir les intérêts de X, ou enfin, là, du coup, pas de X, donc de Madame Michu, Mrs. Michu. Voilà. Et donc, en fait, ça sert à R, donc on supprime. On dégage. Mais en fait, je comprends son état d'esprit entrepreneurial. C'est, en fait, il est dans une démarche j'ai des KPI, de rationalisation. Mais une société, un État, en plus de ça, un État dans une dimension multilatérale, en fait, ça n'est pas un bilan. Exactement. Et donc, du coup, et donc c'est pour ça que tu es si décevant en tant que politique, parce que toi, tu vas dire, il y a machin qui va te dire, moi, il faut que j'ai besoin qu'on ait des champions. Toi, tu te dis, en fait, désolé, mais moi, mon driver, c'est réduire la dépense publique. Ouais, mais voilà. je suis d'accord, Marianne, mais ça veut pas dire, moi, je suis un partisan il y a des grands courants radicaux, il y a des clivages, il y a vraiment d'un côté, de l'autre, etc. Je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre dans mettre de la logique, de la rigueur, du raisonnement, de l'économie, du b.a.-ba, du bon père de famille, de l'économique, du pragmatisme, du réalisme. Après, j'arrête tous les adverbes dans l'action politique et la gouvernance. Et c'est de ça, je pense, que les 74%, ils sont là. C'est toujours la même chose, ça va être encore la même chose. Ils vont nous faire une commission, un comité, un machin, etc. Un énième truc, un énième gros bidule ou un gros machin sur l'IA, sur la techno, etc. On a les entrepreneurs comme Madame Michu, comme tout le monde. On a besoin aujourd'hui de résultats, de pragmatisme, de réalisme et d'avoir des hommes politiques et des femmes politiques qui soient ancrés dans la société d'aujourd'hui et pas d'hier, avec des processus d'hier. Mais on fera une émission sur ce sujet-là. J'avais envie de vous interroger, justement, je profite de ta présence, Marianne. J'ai trouvé très intéressant l'épisode J.D. Vance. Parce que ça parle énormément. Au-delà, on essaye de dépasser les annonces, ces 109 milliards qui ont été annoncés, c'est génial. L'entrain de la Startup Nation qui a retrouvé une dose de Guronzan, pour pas dire autre chose, et qui, tout d'un coup, est reparti à fond, et c'est super. Mais à côté du sommet, il y avait des choses géopolitiques très, très intéressantes. D'abord, Emmanuel Macron n'a pas reçu sur le perron de l'Élysée J.D. Vance. C'est d'ailleurs Manuel Valls qui a été le recevoir à l'aéroport. C'est intéressant comme message. Et J.D. Vance est venu avec un discours ultra agressif pour revendiquer devant toute l'Europe que les Américains avaient le leadership sur l'IA et qu'ils n'entendaient pas le céder ou le partager. C'est quand même le mec vient en France au sommet de l'IA pour dire et tous vos trucs open source, machin, etc. S'il faut les bloquer, on les bloquera. Bref, un discours ultra agressif. I'd ask if you step back a moment and ask yourself who is most aggressively demanding that we, meaning political leaders gathered here today, do the most aggressive regulation. It is very often the people who already have an incumbent advantage in the market. And when a massive incumbent comes to us asking us for safety regulations, we ought to ask whether that safety regulation is for the benefit of our people or whether it's for the benefit of the incumbent. That the Trump administration will ensure that AI systems developed in America are free from ideological bias and never restrict our citizens' right to free speech. We can trust our people to think, to consume information, to develop their own ideas, and to debate with one another in the open marketplace of ideas. Now, we've also watched as hostile foreign adversaries have weaponized AI software to rewrite history, surveil users, and censor speech. This is hardly new, of course. As they do with other tech, some authoritarian regimes have stolen and used AI to strengthen their military, intelligence, and surveillance capabilities, capture foreign data, and create propaganda to undermine other nations' national security. I want to be clear. This administration will block such efforts, full stop. Quand tu as peur, psychologiquement, soit tu fuis, soit tu hausses le ton.
Et moi, ce que je vois des Américains, c'est qu'il y a une petite hausse de ton. Ouais. Parce qu'en fait, ils pensaient avoir tué le game. Et en fait, ils s'aperçoivent que le cadavre bouge encore. Et en fait, le cadavre, c'est la France et l'Europe. Et en fait, non seulement il bouge encore, mais en fait, il remet une pièce dans le jukebox. Ouais. Il remet 100 milliards, 200 milliards, etc. Il va s'allier avec des gens avec lesquels les Américains auraient bien aimé s'allier aussi. Et avec des gens sur lesquels ils sont pas forcément complètement alignés. Ouais. Ils ont la Chine de l'autre côté qui est capable de sortir un modèle qui est concurrent des plus gros modèles avec peut-être 10 fois moins. Après, il faut voir la propagande chinoise aussi de l'autre côté. Donc, mais j'ai l'impression qu'il y a cette logique des blocs. Mais finalement, moi, je le vois un peu comme ça. Il faut imaginer un peu des plaques tectoniques. Et en fait, là, tu as 3 grosses plaques qui s'affrontent un peu, tu vois, la Chine, tout le côté européen et puis américain. Et de temps en temps, quand la Chine, c'est les BRICS, il n'y a pas que la Chine dedans. La Chine, c'est les BRICS, mais c'est la Chine aujourd'hui, elle a une puissance, phénoménale. Donc, je pense qu'ils haussent le ton. Je pense qu'ils sont pas si à l'aise. Ils sont pas si à l'aise. Ils sont pas si à l'aise qu'ils veulent le dire. Ouais. Et je trouve que c'est très bien. C'est une très bonne nouvelle. C'est très bien. Parce qu'en fait... parce que c'est le rapport qu'il faut avoir avec les Américains. Parce qu'il faut avoir de la concurrence, c'est ce qu'ils attendent en fait. Exactement. Et tu sais, il y a Peter Thiel qui disait, qui est le grand gourou de la Silicon Valley, qui disait la concurrence de façon, c'est génial. Mais le meilleur de la concurrence, c'est quand il n'y en a pas. Ben, en fait, là, il y en a. Ouais. Et ça bouge. Ouais. Donc, il y a eu un côté panache, un côté feu d'artifice à la JO. Il y a eu les JO de l'IA là, qui se sont passés depuis 3 jours. Ils voient que ça marche et qu'en fait, on est à guichet fermé et qu'il y a un engouement énorme et qu'il y a des boîtes et qu'il commence à avoir des boîtes vraiment de niveau international, européen, qui s'installent avec des modèles pérennes, etc. Et donc, ils se disent, bah oui, en fait, on n'est pas tout seul. Et donc, je pense qu'il vient le rappeler. Mais c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Autre sujet, la souveraineté technologique française. On en parle très, très souvent. Je ne sais pas si vous avez lu la tribune de Tariq Rim qui parle de souveraineté Potemkin. Il est assez critique là-dessus en disant qu'il y a une sorte de décor de façade où, malgré tout ce qu'on raconte, la dépendance, elle persiste. D'abord en termes de financement, on vient d'en parler, les financements sont largement étrangers, même si tu nous dis que la Commission européenne rejoint un petit peu le bateau la dernière minute et que dans ces financements, il y aura certainement une part qui reviendra à la France. Est-ce qu'on n'est pas en train, je pose la question, de lancer un programme très très ambitieux, financé par des étrangers et qui va quelque part servir avant tout les intérêts des étrangers. On sait que les puces, on n'en a pas, donc combien de ces 109 milliards vont repartir automatiquement aux États-Unis chez Nvidia, par exemple? Il y a plein de questions comme ça qui se posent, ou est-ce que de toute façon on n'avait pas le choix? Non, mais en fait, pour moi, la souveraineté, en fait, il faut se dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de souveraineté. Avant d'avoir besoin de souveraineté, le truc le plus important, c'est la paix. Et la paix, si on reprend la construction de l'Union européenne, à la base, c'était quand même post-Seconde Guerre mondiale. On s'est dit, le meilleur moyen d'arrêter de faire la guerre à l'Allemagne, ou d'avoir tout simplement une guerre mondiale, c'est de collaborer avec elle. C'est de collaborer et de créer des interconnexions, des interdépendances, notamment économiques. C'est ça le fondement de l'Union européenne. C'est l'interconnexion économique. Ouais. Et donc, qu'on me dise qu'il n'y a pas de souveraineté française dans l'IA, eh ben c'est pas grave. C'est-à-dire que peut-être que le mieux, c'est pour exister le plus dans les négociations, notamment géopolitiques, de se dire, on veut une paix qui ressemble à peu près à nos valeurs françaises, européennes. Et bien, du coup, économiquement, il va falloir montrer qu'on est dans le game. Mais en fait, si on a une interconnexion et qu'on fait venir un certain nombre de nos chips de l'Asie, qu'on a un partenariat avec l'Inde, qu'on a un partenariat avec l'Afrique, etc., et très bien. Et en fait, moi, c'est pas, je suis pas, je me dis pas que il faut absolument qu'on soit super autonome stratégiquement sur toute la chaîne de valeur, c'est complètement vain. En revanche, je suis heureuse de me dire, à un certain moment, on peut exister sur du cloud. Franchement, oui, bien sûr qu'il y a une ultra-dominance des big players US sur le cloud, mais n'oublions pas qu'on a Outscale, Scaleway, OVH, c'est des petites parts de marché. Mais, ça va leur bénéficier à eux. Mais c'est sûr.
Et qu'en fait... c'est pas si sûr. Quand je lis des trucs, on se dit que peut-être que justement, on vient de mettre un clou sur le cercueil de ces acteurs-là. Quoi. Ah bah non, parce qu'en fait, après, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, ils existent dans les négociations et que... Ça, c'est le boulot de France Digital. Ouais, exactement. Mais non, moi, je pense vraiment qu'ils peuvent exister. Je pense que dans les data centers, faut mettre des ordinateurs quantiques français. Enfin, tu vois, c'est là où on doit vraiment penser de manière stratégique toute la chaîne sans se jeter et se dire qu'on est naze, quoi. Je pense qu'il nous faudrait... je vais prendre un exemple qui va parler vraiment, je pense, à tout le monde et qu'on cite finalement peu. Mais Airbus est arrivé après Boeing. Si on avait dû réfléchir à se dire est-ce qu'on y va, on n'y va pas, l'aéronautique... Boeing était ultra dominant à l'époque. Ils ont tué le game. On n'y serait pas allé. On y est allé. On a fait un projet européen. Et en fait, aujourd'hui, tu vends plus d'Airbus que de Boeing. Et aujourd'hui, même technologiquement, le produit Airbus est bien supérieur à Boeing. Exactement. Donc, je pense que, tu vois, les Américains ont leur moment ChatGPT. Je crois que ce wake-up call qu'il y a eu en France, c'est très bien. Mais pourquoi, j'ai envie d'être grossier, pourquoi on n'aurait pas un moment Airbus de l'IA? Parce qu'on n'a pas la même Europe qu'on avait à l'époque de Airbus. Eh ben, j'en suis passée. Justement, tu vois, moi, toi, j'ai vu là, dans justement la boussole que nous a annoncée Ursula von der Leyen, la grande chef de l'UE, elle a dit des choses qu'on n'avait jamais dites avant. Par exemple, elle a commencé à parler de protectionnisme à des fins de justement exister pour faire des consortiums, etc. Et donc faire des Airbus de l'innovation. Donc elle n'a pas dit Airbus de l'IA, mais l'idée peut y être, et peut-être que tu auras un Airbus du quantique ou un Airbus d'autres aspects, d'autres innovations. Mais je pense qu'on peut avoir ce moment-là, et je trouve nos politiques assez embarqués là-dessus. Justement, tu parles de bureaucratie, de technocratie. Un grand absent... alors vous allez me dire, il est plus commissaire européen, mais Thierry Breton, qu'on a utilisé jusqu'à présent, et la Commission européenne et la réglementation européenne, ça a été l'arme fatale de ces dernières années pour lutter contre les géants américains de la technologie. Là, on sent bien aussi un changement. On a entendu un Emmanuel Macron qui, on sait, est pas très très fan du AI Act. Il a dit que il fallait savoir ce qu'on construisait avant de le réglementer et se concentrer plutôt sur du building plutôt que du ruling, quoi, en fait. Là, on a compris qu'on avait changé un petit peu. Est-ce que ça a changé un petit peu? C'est-à-dire qu'on a remis les codeurs, la technologie en face. La réglementation, on verra un peu plus tard ou non? En fait, c'est pas forcément qu'on a... Je pense que pour moi, ce qui s'est passé... C'est quoi la position de France Digital, d'ailleurs, par rapport à ça? On adore la réglementation. Non, je rigole. Putain, à un moment, j'ai eu super peur. Je me suis dit, merde. Non, pas du tout. En fait, faut se dire un truc... Une caméra qui est tombée, là. Une caméra vient de tomber. Elle a coupé, il y a un signal rouge. En gros, pour moi, la réglementation et ce à quoi elle a servi dans les 5 dernières années, donc avec Thierry Breton qui montrait les muscles, etc. Ça a servi à essayer de faire en sorte, notamment sur des sujets de concurrence, de rétablir des conditions de concurrence à peu près saines, ou en tout cas de nous donner les moyens de nous battre contre des agissements qui étaient franchement complètement déconnants de la part des GAFAM. Bien sûr. Et donc, de ce point de vue-là, et d'ailleurs, elle a été quand même bien faite, la réglementation, parce qu'elle a quand même essayé d'attraper les boîtes qui étaient... DSA, là DSA, DMA, etc. DMA, c'est sur la concurrence, DSA, c'est sur les contenus haineux en ligne, etc. Pour moi, cette réglementation a été nécessaire. Bien sûr. Et en plus, elle a été faite de telle manière à ce qu'elle aille capter les gens les boîtes qui avaient une taille tellement hégémonique que globalement, moi, j'aurais adoré qu'on ait un Européen qui rentre dans ces trucs-là, mais malheureusement, on était encore en dessous des seuils. Et nous sommes encore en dessous des seuils. Donc, pour ça, il y a quand même parfois la réglementation qui sert à des choses positives. Et là, ça aide les startups. L'AI Act, il est là, donc on va pas refaire le game. Il est entré en vigueur. Et en fait, donc il est entré en vigueur pour supprimer et sortir du marché toutes les IA à usage interdit. Donc ça, c'est genre le scoring social. Donc finalement, je pense qu'on nous n'avions pas. Est-ce qu'il va interdire DeepSeek ?
en fait, il n'interdit pas une technologie, il interdit des usages. Donc, si DeepSeek, auprès des citoyens européens... La partie hébergée, j'entends. Exactement, exactement. Donc, en fait, si DeepSeek vient proposer du scoring social à... Comme il le fait en Chine avec ses utilisateurs. Et en Europe, c'est interdit. Et en Chine, ils se débrouillent avec leur propre réglementation. Donc, tu veux dire qu'en France, en fait, aujourd'hui, sur les caméras de surveillance, etc., il n'y a quand même aucun système à base d'IA qui fait... Si. Ah si. La vidéosurveillance, c'est de l'IA à usage hautement... c'est quoi ? À haut risque, c'est ça le terme. À haut risque. Et à haut risque, tu dois démontrer à l'Europe, aux régulateurs, que tu n'es pas en train d'avoir un usage interdit. C'est-à-dire que, par exemple, dans des domaines comme la sécurité, l'éducation, l'emploi, etc., qui sont, je le concède, des domaines très, très larges, eh bien, tu dois démontrer que l'usage de l'IA que tu en fais, ça va pas être de la sélection de CV basée sur des biais racistes, ce qui me paraît quand même pas mal pour les citoyens. Et donc, du coup, tu vas devoir démontrer ça. Mais en revanche, si tu démontres ça, tu as le droit de montrer, de mettre et de développer des IA de vidéosurveillance dans le secteur de l'emploi, mais à condition juste de montrer que tu n'es pas en train de déconner complètement avec ton usage. Ce que Pierre est en train de dire, c'est que tu es en train de nous expliquer que l'Europe a le droit de surveiller ses citoyens, mais que ce qu'on va éviter, c'est que des nations étrangères... puissent surveiller... Des nations françaises utilisent cette data captée. Des nations européennes, tu veux dire ? Voilà. En fait, un bon exemple, c'est quand tu utilises de la vidéosurveillance dans une ville. Et c'est déployé, évidemment. Et il y a de l'IA dessus, quoi. Exactement, il y a de l'IA dessus. Tu as le droit de l'utiliser pour éviter des mouvements de foule, pour éviter et faire de la sécurité anti-terrorisme, etc. En revanche, tu n'as pas le droit de l'utiliser pour faire en sorte de déloger des SDF et de contrôler, par exemple, à la RATP. Sur le faciès. Mais exactement. Et donc, en fait, c'est là où ça s'appelle la réglementation. Maintenant, je trouve, moi, que l'AI Act est quand même suffisamment large, plutôt bien fait, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et je pense que c'est ça un peu le message du sommet. C'est juste, on a un socle de réglementation. Qui respecte nos valeurs et nos lois. Ouais, donc maintenant, il y a juste... Enfin, laissons les entreprises absorber, parce que tu vois, là, quand je viens de dire, il suffit de démontrer aux régulateurs que vous n'avez pas de problème. Sauf que c'est un formulaire de 278 pages. Mais exactement, c'est des audits, c'est de la maintenance, c'est trop relou. Avec les LLM, d'être capable d'assurer, tu vois, à 100%, parce qu'on est sur du non-déterminisme, il y a les biais par rapport à la data, etc. C'est pas simple, en fait, sur les systèmes un peu critiques. Tu parlais de recrutement, de CV, de choses comme ça, etc. Voilà. Alors, je vous donne une déclaration de J.D. Vance à l'occasion, justement, de ce sommet. Je vais boire les mots, vas-y. Mais il dit... nous avons vu également des adversaires étrangers hostiles utiliser des logiciels d'intelligence artificielle pour réécrire l'histoire, pour surveiller les utilisateurs et pour censurer les discours. Je veux être clair, notre administration bloquera de tels efforts, point final. Il dit aussi, c'est une chose d'interdire un prédateur sexuel sur Internet. Donc là, il parle du DSA Act dont tu parlais tout à l'heure. C'en est une autre de censurer un adulte qui aurait une opinion différente de celle de son gouvernement. Ouais, mais ça, c'est typiquement, comme je disais tout à l'heure, le vrai sujet, c'est quelles sont chacun nos constitutions. Aux États-Unis, tu as le free speech. Et donc, en fait, eux, c'est leur socle. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. En Europe, nous, on a... on peut avoir de propos antisémites, on peut pas être homophobe. Exactement. Et c'est pas pour autant que tu dois être qualifié de woke. En fait, c'est aussi ça le truc. Tu vois ce que là, c'est clivage. Soit finalement, tu es dans le free speech et tu vas être un fasciste, soit de l'autre côté, tu es dans le wokisme, en fait. Et il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Et je pense qu'en fait, au contraire, toute la vérité, elle est un peu dans ce côté intégration de valeurs, tout en restant dans une vision progressiste, en fait. Dernier sujet, c'est... l'elephant in the room. L'environnement. Tu vois, j'ai même pas besoin de l'annoncer. L'empreinte environnementale. On sait que l'IA consomme des quantités colossales d'énergie. L'Europe, qui se veut un leader en matière d'écologie, peut-elle développer une IA compétitive, je lis mes notes, tout en respectant ses engagements environnementaux? Et on a senti qu'on essayait d'éviter un petit peu le sujet lors des déclarations, là aussi un petit peu comme la réglementation qu'on a un petit peu remis un petit peu derrière. Je parlais d'un contre-sommet, un Jean Covici aussi qui s'est beaucoup mobilisé et qui explique que là, c'est une hérésie.
et un contre-sommet qui s'est organisé à côté de l'AI Summit avec des environnementalistes fervents. Ils sont pas très pour cette histoire d'IA. Comment on gère ça? Moi, c'était intéressant parce que mon travail au CESE, c'est de travailler. La composition du Conseil économique, social et environnemental, c'est d'avoir des représentants des entreprises, des employeurs, des employés, des associations environnementales et après des boîtes comme France Digital, des assos comme France Digital. Mais les associations environnementales, j'ai eu le débat avec elles. On a travaillé là-dessus. Je comprends leur ferme opposition à l'IA. C'est certain que la courbe de consommation et de l'empreinte environnementale de l'IA, elle est exponentielle. On parlait d'exponentielle tout à l'heure. Et en plus de ça, il y a des facteurs aggravants. DeepSeek vient de prouver, et Mistral aussi. Mistral est beaucoup plus frugal. Mais ça, c'est hyper intéressant. Ça. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet d'entraînement et l'effet rebond. C'est-à-dire que l'effet d'entraînement, c'est plus d'infra développé par une boîte, va du coup créer davantage d'usages. Donc, tu vas avoir plus d'usage de l'IA. Mais donc, comme tu auras plus d'usage, tu vas du coup créer plus d'infra. Et en fait, donc ça, c'est un cycle qui va venir alimenter l'exponentielle de l'empreinte environnementale. Et tu as un deuxième truc, c'est l'effet rebond. Et là, on a un exemple récent. C'est l'effet rebond, c'est le fait que, objectivement, la tech, l'amélioration de la tech est censée générer des gains énergétiques. Donc, c'est censé améliorer les choses. Sauf qu'en réalité, quand tu mets un nouveau modèle sur le marché, derrière, tu as de la concurrence. Et donc, tu vois, typiquement, DeepSeek annonce un modèle. Moi, j'ai lu des débats sur l'empreinte environnementale de DeepSeek, mais bon, supposons qu'il soit mieux. Supposons que les Chinois disent la vérité. Exactement. Supposons qu'il soit mieux d'un point de vue environnemental. T'as quoi? T'as OpenAI qui, une semaine plus tard, sort son propre modèle. Et donc, sauf que, en fait, là, pour le coup, OpenAI, c'est pas la folie en termes d'empreinte environnementale. Et donc, finalement, t'as quand même des courbes qui sont énormes. Et donc, de ce fait, va donc se poser la question des usages. Si on utilise l'IA pour scroller compulsivement sur TikTok, j'ai bien peur qu'on ne soit pas en train de sauver notre trajectoire carbone. Mais si tu utilises l'IA et donc des modèles qui peuvent être consommateurs de ressources pour, améliorer la rénovation des bâtiments ou d'autres trucs, c'est sûr que là, ça a un peu plus de sens. Mais c'est le paradoxe de Jevons, en fait. Ouais, exactement. Il faut une taxe sur le scroll TikTok. Une taxe carbone sur le scroll TikTok. En fait, peut-être qu'on a sauvé le problème de la dépense publique. Tu as un centime d'euro. Non, mais qu'est-ce qu'on dit? On sait que l'environnement, c'est un sujet ultra important, y compris chez les jeunes. C'est pas un truc d'arrière-garde, cette histoire-là. On est face à cette situation un petit peu paradoxale où effectivement il va falloir consommer de l'énergie et Macron dit plug baby plug. Donc plug, on comprend bien que c'est consomme de l'énergie. Comment est-ce que on embarque la société qui elle on lui dit de trier ses déchets, de faire super attention, etc. Oui, société un peu axé sur la décomposition, c'est-à-dire effectivement le triage, le machin, la décroissance. Déjà, on peut lui dire d'éviter d'utiliser de l'IA pour n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait... Moi, il y a des pubs en France, je suis halluciné, là, depuis 15 jours, il y a des pubs à la télé où vous expliquez, c'est des pubs du gouvernement, de l'État, ou c'est de l'ADEME. Qui explique qu'il ne faut pas envoyer un mail avec des photos trop lourdes parce que ça consomme de l'énergie. Ça, c'est hyper... Franchement, la politique écologique, elle est hyper dure à faire parce que comment tu peux ne pas culpabiliser des gens sur des micro-usages et à la fois, tu leur dis, mais en fait, la réalité, c'est que tu vas avoir un data center qui va utiliser des térawattheures, ça n'a pas de sens, etc. Ça n'a pas de sens. Et donc, du coup... Bon, si tu prends un sujet un peu macro, c'est sûr que moi, je préfère en réalité que les data centers ils soient en France où l'énergie, elle est sur un mix plutôt décarboné, plutôt qu'aux US où on réouvre des centrales à charbon. Donc, c'est sûr que... Ils sont en train de passer au gaz. Et si les US font leur transition vers le gaz, parce qu'ils n'en sont pas, effectivement, au nucléaire, on gueule sur les Américains qui a une énergie essentiellement basée sur le charbon. Quand on dit... et ça, je pense que c'est pas très bien compris dans la société française, et moi qui vis aux États-Unis, quand on dit drill, baby, drill, c'est aussi pour faire passer toute la structure énergétique américaine du charbon au gaz. Et si on le fait, ça veut dire que les États-Unis divisent par 4 leur empreinte carbone aujourd'hui.
c'est génial, parce qu'on sait que c'est les plus gros consommateurs, enfin les plus gros pollueurs, parmi les plus gros pollueurs mondiaux. Donc le drill, baby drill, qu'on analyse en se disant c'est vraiment des connards ces Américains. En fait, c'est une transition écologique pour passer du charbon vers... pour passer du c'est pas encore top, on est d'accord, mais on sait qu'il faut des années pour fabriquer des centrales nucléaires et qu'il n'y en a pas aux États-Unis. Donc, nous, on est en avance sur ce sujet-là. On a, enfin, si elles sont réparées et réparables, on a pas mal de... Après, ce qu'il faut voir, c'est que cette accélération phénoménale de l'IA va permettre et permet déjà, et moi après je suis un believer de ça, de venir vraiment catapulter la recherche scientifique dans plein de domaines, dont le domaine de l'énergie. Dans le domaine de l'énergie. Dans le domaine de l'énergie, d'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets sur le côté énergie à fusion. On l'a vu avec la Chine qui a réussi à tenir, je crois, 17 minutes son moteur du coup à fusion et toute cette extraordinaire avancée en fait de l'IA va permettre à la recherche scientifique sur ces questions fondamentales sur lesquelles on est bloqué. On est bloqué depuis 50 ans, on a du mal à faire maintenant, j'ai mieux. l'impression qu'on est bloqué aussi idéologiquement. C'est ça, je pense qu'il va falloir... En fait, il y a deux chemins qui s'affrontent, toujours ce décel doomer d'un côté, on arrête tout, on revient quelque part au Moyen-Âge, et de l'autre côté, l'accélérationnisme foudroyant et on sera multiplanétaire dans 20 ans. Et en fait, entre les deux, c'est quand même un petit peu compliqué de faire entendre une voix un peu médiane, mais je pense que vraiment, si on continue, ne serait-ce qu'avec l'inertie qu'on a en tant que société et civilisation, si juste on arrête et on continue comme ça, on va dans le mur. Quelque part, moi, je crois, c'est que le seul moyen, c'est d'accélérer sur la recherche scientifique, sur avoir des disruptions, etc., qui nous permettent de régler le solde de l'héritage des générations précédentes qui ont pourri la planète depuis 100 ans, bien sûr. Fait. Et je lisais des articles du début du XXe siècle, c'était à hurler de rire, où on disait que Paris allait crouler sous des montagnes de crottins de cheval, et qu'il y avait là des problèmes... Bon, c'était pas écologique à cette époque-là, on n'avait pas cette conscience qu'on a aujourd'hui, mais des problèmes sanitaires énormes, et qu'on voyait pas comment est-ce qu'on allait devoir faire, et qu'il fallait arrêter d'utiliser le cheval. Et en fait, c'est pas en arrêtant d'utiliser le cheval, c'est l'invention de l'automobile qui a eu aussi des impacts écologiques forts. Mais on a les montagnes de crottins ont disparu à Paris. Donc voire même des fois, en fait, on a des anxiétés en termes de civilisation et de population sur des choses qui n'arrivent pas. Et en fait, on se bloque dans notre progrès en se disant c'est pas possible parce que... En fait, non, on sait pas. On peut pas quand même... ça dépend de ce dont on parle quand on dit qu'on sait pas. On a quand même objectivement... La trajectoire, on la connaît. La trajectoire, on la connaît. C'est-à-dire que là, on sait... Et je pense qu'elle est d'ailleurs, elle est quand même assez minorée. Enfin, tout ce qui montre, en fait, à chaque fois, encore une fois, enfin, cette année, on a terminé avec un taux de réchauffement de la planète supérieur à ce qui était projeté dans les trajectoires. Mais il y a des modèles plus petits qui commencent à arriver. Ces modèles plus petits ont été rendus possibles avec la recherche, etc. Ce que je veux juste dire, c'est que le numérique est juste le seul secteur qui est dans une courbe exponentielle d'augmentation versus tous les autres secteurs de l'économie, versus le transport, versus l'alimentation et l'agriculture, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même intégrer qu'on est quand même les big guys, les bad guys in the room. Et donc, prenons cette responsabilité. Après, on se dit que... Et donc, notre taf, c'est vraiment de faire en sorte que ce qu'on est en train d'augmenter, on doit mettre produire des résultats. Nos ressources pour faire en sorte que effectivement la recherche s'améliore drastiquement sur des trucs. Et tout à l'heure je parlais de quantique, vous pensez que je suis mono-sujet, mais c'est vraiment ça peut faire partie de ces voies d'amélioration. Mais en revanche, on ne peut pas non plus nier le fait que nous sommes quand même ultra responsables de l'accélération de la trajectoire. Et je te donne une idée, c'est que si l'intelligence artificielle arrive à, par exemple, trouver des traitements pour le cancer. Ah, mais ça, c'est extraordinaire, bien sûr. Et dans la population, tout le monde est quelque part concerné, bien sûr. Soit directement ou soit
connaît un de ses proches qui est victime de cette maladie qu'on n'arrive pas depuis des dizaines et des dizaines d'années à endiguer, ben là, tu verras que la société, dans son entier, ne reprochera pas au secteur technologique de dépenser de l'énergie, parce que c'est sur ces usages-là, effectivement, qu'il faut. Mais c'est clair, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'opposition de la société à l'IA. Hein. Et parce que tout le monde a autour de soi un exemple de je n'ai pas réussi à faire quelque chose dans ton quotidien, j'ai pu le faire avec de l'IA, et ça peut être accéder à un emploi, faire un CV, donc c'est hyper important. Mais effectivement, il y a des progrès de malade en termes de recherche, en termes d'industrie, etc. Les usages sont fantastique, donc on n'aura pas d'opposition, mais n'oublions pas que à Madame Michu, à qui on dit ça serait bien, et qu'on culpabilise, on lui dit ça serait bien que tu commences à trier tes déchets, c'est sûr que si elle lit aussi au JT que globalement l'IA... Que son petit-neveu va perdre son boulot. Ouais, ça n'est pas tolérable, quoi. Donc voilà. Merci les amis d'être venus débriefer de cet AI Summit avec moi avant que je redécolle pour la terre de tous les vices. C'est clair. Et que je reparte... Tu vas à Marseille ? Pardon. Je repars pour San Francisco demain, mais je reviendrai. I'll be back. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. À bientôt, non, merci, c'était super. Merci. Donc, AI Summit réussi ? Ouais, franchement, oui. Bon, ben voilà. AI Summit réussi. On va suivre ça de très près. Bye bye. Hasta luego, amigos. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.